Relire un classique, c'est affronter un fait simple et exigeant, le livre n'a pas changé, c'est vous qui avez changé. Et c'est pour cela que, avec des yeux neufs, la même histoire vous renvoie des leçons qui, autrefois, n'avaient nulle part où s'appuyer. J'aimerais commencer ce script comme une sorte de prolongement silencieux du précédent. Dans 1984, nous avons vu un pouvoir qui ne se contente pas de gouverner le corps, il veut gouverner l'esprit, le langage, la mémoire. Et, peut-être, la question restée en suspens était celle-ci, comment une société en arrive-t-elle là? Comment un monde arrive-t-il à ce point où 2 plus 2 peut être réécrit? Comment la réalité, petit à petit, se voit remplacée par une version administrée? La ferme des animaux répond à cette question sans y répondre frontalement. C'est comme si Orwell avait écrit 2 livres qui se complètent. 1984 montre le destin final d'un totalitarisme arrivé à maturité, La ferme des animaux montre le chemin, le début, la séduction, la pédagogie du mensonge, la dégradation progressive, la transformation de l'idéal en instrument de domination. Et je dis « séduction » parce que ce livre, malgré sa brièveté et sa simplicité apparente, est une étude sur une faiblesse humaine que la vie adulte connaît bien, notre volonté de croire. La volonté de croire que, cette fois, ce sera différent. Que l'injustice peut être corrigée sans coup. Que le pouvoir, lorsqu'il est à nous, ne corrompt pas. Que la promesse, lorsqu'elle vient de quelqu'un qui parle au nom du peuple, est moins dangereuse. La question que je veux porter aujourd'hui est celle-ci, et j'aimerais qu'elle reste inconfortable, non résolue. À quel moment l'espérance cesse-t-elle d'être une vertu, pour devenir un outil entre les mains de quelqu'un? Car il y a des espérances qui éclairent, et il y a des espérances qui aveuglent. Et La ferme des animaux est un livre sur l'aveuglement progressif. Sur la façon dont une communauté entière perd, peu à peu, la capacité de dire non, non pas par méchanceté, mais par fatigue, par peur, par confusion, par nécessité de survivre, par confiance mal placée. Orwell publie l'œuvre en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le monde a déjà vu la propagande, le culte du chef, la violence institutionnelle, et la manipulation de masse à une échelle industrielle. Et il choisit une forme qui semble enfantine, une fable avec des animaux, pour dire des choses qui ne le sont pas. C'est une partie du choc. La fable est un miroir qui abaisse nos défenses. On lit, on sourit, on reconnaît, et quand on s'en rend compte, on se regarde soi-même. Aujourd'hui, je veux lire ce livre comme une expérience de maturité. Pas comme une leçon politique, destinée à pointer du doigt, mais comme une formation de conscience, ce qu'il nous apprend sur le pouvoir qui naît du ressentiment, sur le langage qui remplace la vérité, sur la morale qui devient slogan, sur le citoyen ordinaire qui, épuisé, échange la liberté contre un peu de sécurité. Pour situer l'œuvre, l'essentiel du contexte est bref, mais décisif. Orwell écrit une satire de la révolution russe et, surtout, du stalinisme, c'est-à-dire du processus par lequel une révolution promettant la justice finit par produire un nouveau régime de privilèges, de peur et de mensonges. Mais l'enjeu de La ferme des animaux, ce n'est pas de raconter l'histoire de l'URSS avec des animaux. Ce serait une lecture scolaire et limitée. Ce qui compte, c'est le problème humain que l'histoire concrète rend visible. Les révolutions n'échouent pas seulement parce qu'elles sont attaquées de l'extérieur, très souvent, elles sont rongées de l'intérieur, par la faim de pouvoir, par la vanité morale, par la bureaucratie, par le mensonge comme instrument de gouvernement. Le livre est intemporel parce qu'il décrit un mécanisme récurrent, la transformation d'un idéal en régime. Un idéal est toujours fragile, parce qu'il exige de la retenue et des limites. Un régime, au contraire, a des incitations à se maintenir et, pour se maintenir, il apprend à fabriquer le consensus, à punir la dissidence, à réécrire la mémoire. Et cela parle directement à l'expérience adulte. L'adulte a déjà vu des promesses se dégrader. Il a déjà vu des groupes qui commençaient, purs, finir par ressembler à ceux qu'il critiquait. Il a déjà vu des mouvements parlant de justice devenir des machines d'humiliation. Il a déjà vu le courage se transformer en rhétorique. Il a déjà vu le « bien commun » devenir un mot de passe vers le privilège. Ainsi, ce livre n'est pas seulement une satire historique. C'est une étude sur la psychologie du pouvoir et sur la fragilité des communautés face à des récits bien construits. J'entre maintenant dans le cœur du script, en suivant une lecture qui respecte le type de méthode critique qui nous intéresse ici, des personnages comme force psychologique, des conflits moraux intérieurs, des archétypes et des structures, la responsabilité et la liberté, la lucidité et l'absurde, avec une mise à jour contemporaine, discrète, sans surlignage. Orwell choisit une forme ancienne, la fable.
Northrop Frye ferait remarquer que la fable travaille avec des figures typées, presque archétypales, non pour appauvrir l'humain, mais pour rendre les mécanismes plus lisibles. Sauf que, chez Orwell, ces figures gagnent assez d'épaisseur pour nous blesser. Et c'est là le secret du livre, il est simple par la forme et cruel par le diagnostic. Le décor est une ferme. La ferme, ici, est un microcosme politique. Et avant la Révolution, il y a une scène fondamentale, le discours du vieux Major. Major incarne la force de l'idéal et du ressentiment organisé. Il est le prophète. Il décrit la vie des animaux comme exploitation. Il désigne l'ennemi, l'homme. Il promet un avenir, liberté, égalité, abondance. Et il laisse une chanson, un hymne, Bête d'Angleterre. Jusque-là, il est difficile de ne pas ressentir une forme de sympathie. Le discours de Major touche quelque chose de réel, l'exploitation existe. La faim existe. L'injustice existe. Et un idéal peut être le commencement d'un changement. Le problème n'est pas de reconnaître l'injustice. Le problème est le pas suivant, que ferons-nous de cette reconnaissance? Car l'idéal peut produire de la lucidité, ou produire une ivresse morale. Camus, en parlant de la révolte, insisterait sur le fait qu'il existe une révolte légitime, dire « non » à ce qui déshumanise. Mais il avertit aussi d'un danger, lorsque la révolte devient une licence pour tout, elle se transforme en tyrannie. Orwell écrit précisément sur cette frontière. La révolte commence comme un « non » à l'abus de l'homme. Mais elle se termine comme un « oui » au mensonge, puis, comme un « oui » à la violence interne. Major meurt. Et c'est symbolique, l'idéal est toujours mortel. L'idéal ne gouverne pas. Ceux qui gouvernent, ce sont les vivants avec leurs ambitions, leurs peurs et leurs désirs. Après ce discours, surgissent les deux cochons qui prennent la direction, Boule de Neige et Napoléon. Il est tentant de lire Boule de Neige comme le bon et Napoléon comme le mauvais. Mais une lecture adulte doit être plus prudente. Orwell ne propose pas un conte moral simpliste. Il montre, dès le début, deux manières d'exercer le pouvoir. Boule de Neige, c'est l'énergie révolutionnaire, le plan, l'éloquence, l'organisation, l'enthousiasme, les projets. Il croit au progrès, à l'éducation, à la participation. C'est le chef qui aime la mobilisation. Napoléon, c'est autre chose, c'est la force du contrôle, du calcul, de la construction d'un appareil. Il n'a pas besoin d'être aimé, il a besoin d'être obéi. Il a moins de mots, et davantage d'instinct de domination. Il comprend quelque chose que bien des responsables politiques et bien des chefs comprennent. Il n'est pas nécessaire de convaincre tout le monde, il faut contrôler les clés de la peur. Et un détail devient décisif, Napoléon élève et dresse des chiens. Un geste qui paraît minuscule, mais qui signe la naissance d'un bras armé. La preuve que la Révolution commence à posséder un noyau séparé du collectif. À cet instant, la Révolution cesse d'être seulement « nous » et se dote d'un « eux », les gardiens. Erich Fromm parlerait ici de l'autoritarisme comme structure psychique, le pouvoir ne tient pas seulement par des idées, il tient par des mécanismes de soumission et de punition. Napoléon les construit très tôt. Boule de Neige, lui, mise sur les idées, le moulin, l'alphabétisation, les comités. On peut y voir une vertu, et aussi une naïveté. Car, dans une lutte réelle pour le pouvoir, les idées seules ne vainquent pas la violence organisée. Orwell met en scène le coup de force, Napoléon chasse Boule de Neige à l'aide des chiens. Et c'est l'un des moments les plus importants du livre, parce qu'il montre le passage de la politique à la force. À partir de là, la ferme cesse d'être une communauté révolutionnaire, et devient un régime. Et observez comme le mécanisme revient, dans bien des lieux et bien des époques, le conflit interne ne se résout plus par l'argument, mais par l'expulsion. Puis vient la réécriture, Boule de Neige devient l'ennemi. Boule de Neige devient le traître. Boule de Neige devient le saboteur universel. Tout ce qui va mal, désormais, sera de sa faute. C'est l'une des technologies les plus anciennes du pouvoir, fabriquer un ennemi intérieur. Cela sert à unifier, à justifier les échecs, à produire de la peur, à empêcher la critique de s'organiser. La question adulte est, combien de fois acceptons-nous cette technologie sans la reconnaître? Combien de fois avons-nous besoin d'un « boule de neige » pour éviter de regarder l'incompétence de nos dirigeants ou notre propre participation? Et c'est là qu'apparaît la figure la plus moderne du livre, Brille Babil, le cochon propagandiste. Il incarne la force du langage comme instrument de domination. Si Napoléon est le point,
Bribabil et la bouche. Bribabil ne gouverne pas par la violence directe, il gouverne par la confusion. Il explique, il relativise, il déforme, il dramatise, il menace. Il est le maître du « vous ne voulez tout de même pas que l'homme revienne, n'est-ce pas ?» Il transforme toute critique en risque existentiel. Il fait accepter les détériorations comme des nécessités. Il appelle le privilège sacrifice. Ce personnage est central, parce qu'il montre le point où le totalitarisme commence à ressembler, de l'intérieur, à 1984, la réalité devient administrée par le langage. Le mensonge cesse d'être l'exception et devient la méthode. Et, avec le temps, le mensonge n'est même plus perçu comme mensonge, il devient l'atmosphère. Harold Bloom dirait que les grands personnages nous forment parce qu'ils nous obligent à reconnaître en nous certaines faiblesses. Bribabil nous force à voir notre vulnérabilité face à des rhétoriques bien montées. Combien de fois une explication, technique, rationnelle, inévitable, sert-elle à nous faire accepter des injustices? Combien de fois un discours nous fait-il nous sentir coupables de questionner? Combien de fois la menace d'un ennemi réel ou fabriqué nous pousse-t-elle à renoncer à des principes? Et Bribabil nous contraint aussi à un constat désagréable, le pouvoir n'a pas seulement besoin de police, il a besoin d'un narrateur. Sans narrateur, le régime est trop brutal pour durer. Avec un narrateur, il devient naturel. Je viens maintenant à la figure qui pèse le plus pour un lecteur adulte, Malabar, le cheval travailleur. Malabar, c'est la force de la vertu pratique, l'effort, la loyauté, l'endurance, la décence. Il n'est pas stupide moralement, il est simple parce qu'il fait confiance. Son slogan, « Je travaillerai plus dur », puis, ensuite, « Napoléon a toujours raison », est une tragédie. Car Malabar, c'est le type d'être humain qui tient les sociétés, les entreprises, les familles, celui qui porte le monde, qui ne se plaint pas, qui est fier de tenir bon. Et le livre montre ce qui arrive quand cette vertu rencontre un régime cynique, elle devient du carburant. Malabar n'est pas trompé par manque de caractère. Il est trompé parce que sa vie l'a déjà entraîné à obéir. Et c'est essentiel, personne n'est prêt pour le totalitarisme, les individus sont formés, des taux, à considérer, normal, de n'avoir aucune voix. Malabar est un portrait de la dignité exploitée. Et là encore, Fromm est clair, il montre comment, par peur, par fatigue, par humiliation, on peut chercher la sécurité dans la soumission. La liberté exige de penser, de douter, de désobéir, de supporter parfois la solitude. Malabar n'a pas l'énergie pour cela. Il a l'énergie pour travailler. Le régime le sait. Quand Malabar vieillit, tombe malade, perd son utilité, que se passe-t-il? Il est vendu. Il est jeté. Et la façon dont c'est raconté est d'une sécheresse cruelle. Le régime ne tue pas seulement ses opposants. Il tue aussi ou il élimine ses plus fidèles, dès qu'ils cessent de servir. C'est l'un des points les plus intemporels du livre, le pouvoir qui utilise la vertu comme ressource, puis se débarrasse de la personne quand la ressource s'épuise. Ce n'est pas réservé au régime politique. Cela existe dans les structures de travail, dans les institutions, dans les communautés. Ceux qui ont vécu le savent, la loyauté n'est pas toujours récompensée, elle est souvent exploitée. Et l'adulte qui relie la ferme des animaux ressent une honte triste, la honte de reconnaître combien de « Malabar » existent autour de nous et, parfois, en nous. Benjamin, l'âne, est la figure de la lucidité sceptique. Il voit. Il comprend. Il ne se laisse pas bercer. Mais il n'agit pas. Il est le lecteur qui comprend et, pourtant, reste immobile. Ce personnage est important, parce qu'il empêche une lecture trop simple. S'il n'y avait que des naïfs et des tyrans, le livre serait moralisateur. Benjamin montre un autre risque moderne, la lucidité qui devient impuissance. Il comprend les changements des commandements. Il perçoit le mensonge. Mais il ne s'engage pas. Aujourd'hui, beaucoup vivent ainsi, ils comprennent le jeu, mais gardent leur distance, ils savent qu'il y a manipulation, mais préfèrent ne pas affronter, ils voient la corruption, mais disent « ça a toujours été comme ça ». Cette posture paraît intelligente, jusqu'au moment où l'on en voit le prix, la lucidité sans action, d'une certaine manière, aide le régime. Car le régime n'a pas seulement besoin de croyants, il a besoin aussi de sceptiques fatigués. Il a besoin de ceux qui n'y croient pas, mais ne résistent pas. Camus, ici, serait un contrepoint, pour lui, la lucidité ne devrait pas se terminer en renoncement, mais en révolte mesurée, en limite, en refus. Benjamin ne refuse pas. Il observe.
Le livre ne le condamne pas en méchant, mais le place comme avertissement, comprendre ne suffit pas. D'où, la jument, est l'une des figures les plus humaines. Elle sent que quelque chose ne va pas. Elle n'a pas les mots pour le formuler. Elle essaie de se souvenir. Elle essaie de comparer. Elle est le cœur qui comprend trop tard. Et cette compréhension tardive est l'une des douleurs adultes les plus amères. Ce n'est pas l'ignorance, c'est le réveil tardif. La vie adulte est pleine des personnes qui sentent qu'on les trompe, sans réussir à le prouver, des personnes sans langage, culpabilisées parce qu'elles ne comprennent pas, intimidées par des rhétoriques. Orwell montre comment la confusion peut être une forme de domination. Il montre comment le régime empêche que le sentiment d'injustice devienne une critique organisée. Les brebis, qui répètent des slogans, sont la figure la plus directe du livre. Et peut-être, justement pour cela, la plus dangereuse, il est trop facile de les mépriser. L'adulte doit être prudent ici. On ne naît pas brebis, on le devient, on y est entraîné. La répétition rassure. Le slogan sert de béquille. Et beaucoup préfèrent la béquille, parce que penser fait mal. Et c'est là que le livre touche au thème du langage, quand la répétition remplace la pensée, le pouvoir n'a même plus besoin de censurer. Il lui suffit d'alimenter des phrases. Et le peuple se censure lui-même, en répétant. Au début, les animaux établissent 7 commandements. Ils constituent la charte morale de la Révolution. Et l'un des grands coups de génie d'Orwell, c'est qu'il n'a pas besoin de montrer une grande trahison d'un seul bloc. Il montre des petites altérations. Une phrase ajoutée ici. Une reformulation là. Le commandement change quand cela arrange. Et les animaux, peu à peu, finissent par douter de leur propre mémoire. C'est le moment où la ferme des animaux se rapproche, au plus profond, de 1984. La lutte n'est pas seulement pour les ressources, elle est pour la mémoire. Quand vous perdez la capacité de vous souvenir avec confiance, vous devenez dépendant du narrateur officiel. C'est une technologie de pouvoir très raffinée, il ne s'agit pas seulement de forcer les gens à mentir, il s'agit de les amener à ne plus être sûrs de ce qui est vrai. L'incertitude chronique est une domination, parce qu'elle paralyse. Si je ne suis pas certain, je n'accuse pas. Je ne résiste pas. Je m'adapte. Cette dégradation progressive rend le livre intemporel. Dans beaucoup de sociétés, l'autoritarisme n'arrive pas, le premier jour, avec des bottes. Il arrive avec de petites exceptions, des mesures temporaires, des ajustements nécessaires, des urgences. La maturité politique, mais aussi existentielle, c'est reconnaître la valeur du petit comme signe. Car le grand arrive souvent trop tard. Il y a ensuite un moment central, une purge, des aveux, des exécutions. Orwell reproduit, sous forme de fable, un mécanisme de terreur, faire avouer les victimes pour légitimer le pouvoir. L'aveu public n'est pas seulement une punition, c'est une pédagogie. Il enseigne aux autres à craindre. Il enseigne aux autres à douter d'eux-mêmes. Il enseigne que le régime a du pouvoir sur la vérité. Et je veux insister sur une lecture non moralisatrice, ce n'est pas « regarder comme ils sont mauvais ». C'est « regarder comment cela fonctionne ». La terreur n'a pas besoin de tuer tout le monde, elle doit créer un sentiment d'imprévisibilité. Elle doit rendre l'avenir instable. Et quand l'avenir est instable, l'être humain devient docile. Fromm observerait que la peur prolongée produit un conformisme automatique. Pour survivre émotionnellement, l'individu réduit sa pensée, réduit sa nuance, réduit son risque. Il se rapetisse par autoprotection. Et le régime se nourrit de ce rapetissement. Avec le temps, les cochons commencent à dormir dans la maison, à boire de l'alcool, à commercer avec les humains, à porter des vêtements, à marcher sur 2 pattes. Et là, Orwell assène le dernier coup, au départ, l'ennemi, c'est l'homme. À la fin, les cochons deviennent indiscernables des hommes. Les animaux regardent l'un, puis l'autre, et ne savent plus qui est qui. Cette fin n'est pas seulement une histoire d'hypocrisie. C'est la thèse morale la plus dure du livre, une révolution qui ne se donne pas, de l'intérieur, des limites au pouvoir, tend à reproduire ce qu'elle a combattu. Le pouvoir sans limite cherche le privilège. Le privilège cherche une justification. La justification cherche le mensonge. Le mensonge cherche la répression. Et le cycle se referme. Et Camus aide encore, il insistait sur l'idée de mesure, de limite, sur le refus de justifier n'importe quel moyen au nom d'une fin. Orwell montre l'absence de cette mesure. La révolution commence avec une fin juste, puis elle perd la mesure,
et sans mesure elle devient tyrannie. Je veux parler du présent avec prudence. Pas pour transformer le livre en arme contre un ennemi politique du moment, ce serait superficiel, et au fond bien trop confortable. La grande utilité d'Orwell, c'est qu'il nous empêche de désigner seulement l'extérieur. Il nous oblige à demander, quel mécanisme est-ce que j'accepte quand j'ai peur? Quel mensonge est-ce que je tolère quand cela m'arrange? Aujourd'hui, la ferme des animaux dialogue avec bien des phénomènes, sans qu'on ait besoin de les nommer. Il y a la propagande comme divertissement, cette narration qui transforme la misère en nécessité, le privilège en sacrifice, le mensonge en version. Il y a l'ennemi intérieur comme instrument, ce besoin de rendre un boule de neige, permanent responsable de tout, pour éviter la responsabilité réelle. Il y a la réécriture de la mémoire, non seulement par la censure explicite, mais par saturation, par désinformation, par une concurrence de versions qui rend presque impossible de savoir. Il y a une bureaucratie morale, des slogans qui remplacent la pensée, des indignations programmées, des rituels de haine qui unissent par la négation. Il y a, enfin, l'exploitation de la vertu, Malabar comme portrait du travailleur qu'on exalte tant qu'il sert, puis qu'on abandonne dès qu'il tombe. Et il y a un point particulièrement contemporain, le langage comme anesthésiant. Dans bien des environnements, on ne discute plus la réalité, on discute le discours sur la réalité. On se bat pour des mots et l'on perd le monde. Dans ce chaos, le régime prospère. Parce que lorsque tout devient rhétorique, la vérité n'est plus qu'une opinion parmi d'autres. Et quand la vérité devient opinion, le mensonge peut gouverner avec sérénité. Orwell écrit à l'époque d'une propagande d'État, mais le principe s'étend, celui qui contrôle le récit contrôle ce que les gens tolèrent. Alors, qu'est-ce que cette œuvre révèle, au lecteur adulte non comme une morale de l'histoire, mais comme un miroir? Elle révèle, d'abord, que le mal politique commence rarement comme un mal. Il commence comme une promesse. Il commence par de belles phrases. Il commence par une indignation légitime. Et l'adulte, s'il n'est pas vigilant, confond la légitimité du point de départ avec la légitimité de tout le chemin. Orwell nous apprend à séparer, la cause peut être juste, et la méthode peut se corrompre. Elle révèle ensuite que la corruption du pouvoir est souvent graduelle et bureaucratique. Il n'est pas nécessaire d'une trahison spectaculaire, il suffit de petits privilèges, de petites exceptions, de petites modifications des commandements. L'adulte apprend que le danger n'est pas seulement dans le scandale, il est dans l'habitude. Elle révèle aussi que le langage n'est pas un ornement, il est une structure de réalité. Brie-Babil montre que le mensonge répété devient une atmosphère. L'adulte, aujourd'hui, doit réapprendre à prendre soin des mots, non par purisme, mais par survie mentale. Quand les mots perdent leur sens, la conscience perd son sol. Elle révèle que la vertu peut être exploitée. Malabar n'est pas ridicule, il est tragique. L'adulte doit savoir reconnaître où sa loyauté est utilisée. Reconnaître où « je travaillerai plus dur » est devenu une façon d'éviter le conflit et, en évitant le conflit, de soutenir l'injustice. Elle révèle aussi que la lucidité peut devenir une lâcheté élégante. Benjamin comprend, mais n'agit pas. L'adulte connaît cet endroit, je sais comment le monde est. Savoir comment le monde est peut devenir un alibi pour ne rien tenter. Orwell nous demande, votre lucidité vous protège-t-elle de l'illusion, ou vous protège-t-elle de la responsabilité? Elle révèle que la peur organise puissamment les sociétés. La peur du retour de l'homme sert à justifier tout. L'adulte doit repérer le moment où la peur devient un argument. Quand la peur devient l'argument principal, la liberté est déjà en danger. Et elle révèle, enfin, qu'un idéal sans limite peut devenir un instrument de pouvoir. La révolution commence avec l'égalité, et finit avec une nouvelle classe. Cela arrive parce qu'il n'y a pas eu de limite morale au pouvoir. Camus appellerait cela la perte de la mesure. Orwell montre que, sans mesure, l'idéal peut être kidnappé. Et peut-être la révélation la plus dure est celle-ci, la plupart des gens ne deviennent pas complices par méchanceté. Ils le deviennent par fatigue. Par peur de perdre le peu qu'ils ont. Par honte de paraître naïfs. Par besoin d'appartenir. Par manque de temps pour penser. Par épuisement. Et c'est terriblement actuel, nous vivons un temps d'épuisement généralisé, et l'épuisement est une matière première pour ceux qui veulent gouverner sans être questionnés. Je reviens donc à la question du début, à quel moment l'espérance cesse-t-elle d'être une vertu, pour devenir un outil? Peut-être qu'il n'y a pas un moment. Peut-être qu'il y a une suite de petits consentements. De petites concessions. De petites répétitions.
De petits mensonges acceptés parce que, ce n'est pas le moment de se battre. De petites lâchetés nécessaires pour garder son emploi, sa paix, son appartenance. Et, quand on s'en rend compte, les commandements ont changé et nous ne savons plus dire, avec certitude, ce qui était écrit avant. Le livre ne nous réconforte pas, parce qu'il ne nous donne pas de héros intègres. Il nous donne une communauté fragile. Et nous sommes une communauté fragile. La question n'est pas, qui est Napoléon? La question est, où est-ce que je laisse un Napoléon grandir? Où est-ce que j'accepte le narrateur plutôt que le fait? Où est-ce que je répète pour ne pas penser? Où est-ce que je travaille davantage pour ne pas regarder en face? Où est-ce que je deviens Benjamin par fatigue? Je ne conclus pas, parce qu'Orwell ne conclut pas par une solution. Il conclut par un regard, les animaux regardent, et ne distinguent plus le cochon de l'homme. Une fin qui ne crie pas. Une fin qui constate. Et parfois, constater, c'est le maximum que la littérature peut faire pour nous maintenir lucides. Dans la prochaine vidéo, je veux continuer avec Orwell en faisant le pont direct vers 1984, comment la dégradation de l'idéal, dans la ferme des animaux, prépare le terrain à la colonisation de l'esprit dans 1984 et ce que cela nous apprend sur le langage, la peur et la responsabilité, au quotidien contemporain, loin des slogans et près de la vie réelle. Si ce script vous a accompagné, ne serait-ce qu'à un endroit plus silencieux, laissez un « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide à faire vivre la série et on continue, livre après livre, parce que le livre n'a pas changé, mais nous, oui.